Donc, bienvenue à la journée académique du congrès 2026 du Collège des sociétés savantes. Un très grand merci à l'École normale supérieure et à Frédéric Worms de nous accueillir dans ces beaux locaux. Très grand merci à Johanna pour avoir piloté l'organisation de cette journée, enfin du congrès en général, avec l'aide du comité d'organisation, avec l'aide également du conseil scientifique. Et bien sûr, merci à tous les intervenants qui vont se succéder dans cette journée. Alors, cette journée, le titre, c'est le Maelstrom. Alors, le Maelstrom, c'est vrai que quelque part, notre société actuellement est dans un Maelstrom à plusieurs titres. Il y a toute une accélération de changements technologiques, une accélération de tout ce qui est changements environnementaux, une désinformation croissante promue par des acteurs politiques, économiques majeurs, qu'ils soient nationaux ou internationaux, une violence croissante des débats publics également, et dans la société, un sentiment de déclassement d'une partie importante de la population qui conduit à la recherche de boucs émissaires faciles, que ce soit au sein du monde universitaire ou dans les populations plus ou moins récemment immigrées en France. Dans ce contexte de confusion généralisée, il me semble important de ne pas ajouter l'arrogance des sachants, mais également l'indécision et une neutralité parfois fantasmée, un peu fantasmée, face à l'évolution de la société et la dégradation de notre environnement physique. Il n'est pas dans notre rôle de jouer ni les Cassandres, ni de prescrire des solutions qui, peut-être fondées, peuvent être difficiles à comprendre et qu'on a du mal à expliquer. Je suis convaincu que les débats auxquels on va assister aujourd'hui se feront l'écho de ces préoccupations et éviteront ces écueils. Mais alors, quel est notre rôle ? Le premier est sans doute, par nos recherches, d'identifier, de nommer, de formaliser les concepts, de modéliser des évolutions possibles. Si les méthodes doivent être neutres, le choix des sujets est le nôtre. Le second est d'informer, de transmettre les faits mis en évidence de la manière la plus simple, la plus honnête, la plus didactique possible à nos concitoyens, aux journalistes et, par ce biais, aux responsables politiques. Pour cela, nous sommes généralement assez mal équipés. Or, dans ce climat de confusion, les 18 mois qui viennent vont être également riches d'élections municipales, présidentielles, sans doute législatives. Dès lors, comment est-ce que la communauté scientifique peut se positionner pour aider à ce que les électeurs et électrices se prononcent en connaissance de cause ? Pour cela, le Collège des sociétés savantes a lancé un projet dont je vais simplement dire 2 mots pour attiser votre curiosité. Ce projet s'appelle « Trajectoire pour demain, agir à l'heure des transitions ». Alors c'est un projet qui est non partisan, non prescriptif et néanmoins résolument engagé. Vous trouverez des échos de ce projet dans les débats d'aujourd'hui qui, quelque part, ont été un petit peu prévus comme une espèce de point d'étape ou de point de démarrage. Le but de ce projet est triple. Le premier, c'est de faire un état des lieux des connaissances scientifiques de toute discipline sur les sujets de préoccupation majeurs quotidiens des Français. Le deuxième est de proposer, lorsque cela est possible, sur cette base, des scénarios d'évolution. Des scénarios d'évolution qui ne soient pas des scénarios d'évolution à 20 ans, à 30 ans,
mais des scénarios d'évolution à court terme, à 5 ans. Qu'est-ce qui se passerait à l'horizon de 2032? Enfin, il s'agit pour cela de mettre ces travaux disponibles au plus grand nombre. Alors c'est un projet qui est inspiré des démarches du GIEC, de l'IPBES, mais sur une échelle de temps beaucoup plus courte. Ce projet, nécessairement, aura besoin de vous, s'appuiera sur la communauté scientifique pour écrire, pour relire, pour diffuser, pour identifier les réseaux associatifs, économiques, politiques les plus efficaces pour sa diffusion. Alors, je ne vais pas continuer et faire une description plus précise. Vous entendrez parler de ce projet, je pense, assez souvent dans les mois qui viennent. J'espère juste, par ces quelques mots, avoir éveillé votre curiosité, mais aussi esquisser un moyen par lequel notre communauté peut contribuer, dans le respect de chacun, de chaque discipline, à rompre la spirale de confusion dans laquelle nous nous sentons individuellement impuissants. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais passer la parole, je pense, à Frédéric Worms et je vous souhaite une très bonne journée de débat. Oula. Non, je ne peux pas parler sans ça. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'amphithéâtre Daniel Cohen de l'École normale supérieure, PSL, sur le campus Jourdan, grâce à, non pas notre invitation, mais votre invitation. Merci au Collège des sociétés savantes académiques de France. Je reviendrai sur ce très beau nom, je trouve. Et merci à Johanna d'avoir été l'intermédiaire, celle qui a proposé d'accueillir ce congrès à l'école. Et évidemment, on l'a tout de suite accepté pour des raisons que je voudrais redire d'un mot, en vous remerciant beaucoup de cette initiative qui me paraît très importante. Je voudrais juste dire un mot du diagnostic et, à mon avis, des deux types de réponses qu'il faut apporter, en complétant un peu ce que vous avez dit sur le sens de votre action elle-même, sur le sens de nos institutions. D'abord, sur le diagnostic. Il y a dans votre première table ronde un mot que moi j'ai beaucoup utilisé à un moment donné, il y a 1 an et demi maintenant, enfin au moment des attaques qui continuent sur la science, et même dont j'avais l'intention à un moment de faire une sorte de symbole, c'est le mot thermomètre. À vrai dire, j'ai failli venir avec un thermomètre. Je pense que les attaques sur la science sont tellement inquiétantes aujourd'hui, tellement grave, porte en effet sur des outils qui nous servent à protéger nos vies contre des maux objectifs, des épidémies, des pandémies, des tremblements de terre, le réchauffement climatique, le maelstrom lui-même, j'y reviendrai. Et en effet, casser le thermomètre, c'est un réflexe paranoïaque, hypocondriaque, destructeur, qui dit bien comment on veut détruire la science en aggravant les dangers qui menacent nos vies. J'ai failli à un moment, je vous le dis en confidence, écrire une petite tribune disant « Faisons comme après les attentats de Charlie Hebdo, où on sortait tous avec un crayon, et sortons avec un thermomètre dans la rue ». Et je me suis dit, faut pas confondre quand même, c'est par respect presque pour le crayon de Charlie Hebdo, mais j'ai vraiment failli venir avec un thermomètre. Vous êtes dans vos sociétés savantes les fournisseurs du savoir qui nous permettent de comprendre où en est le mal, comment contenir les maux qui nous menacent. Et donc les scientifiques sont absolument indispensables. Et évidemment, il faut le manifester, j'allais dire. Et peut-être qu'un jour, il faudra quand même sortir avec des thermomètres. Évidemment, les thermomètres mesurent l'intensité des maelstroms, d'abord des maelstroms objectifs, des maelstroms climatiques, au sens littéral. Nous sommes dans une tempête environnementale, et il y a ce maelstrom social et politique qui s'ajoute, qui inclut ou qui redouble le maelstrom environnemental.
je voudrais vous signaler que la nouvelle d'Edgar Poe, dont vous partez, hein, et dont peut-être Johanna va reparler, nous indique que le thermomètre est embarqué dans le maelstrom. C'est-à-dire que le tonneau, c'est peut-être ce que tu vas dire, peut-être que enfin voilà, je pense que c'est une réflexion, puisque la manière dont un des naufragés se sauve, c'est d'être dans un tonneau qui reste statique dans l'œil du cyclone, avec non pas son thermomètre, mais quelque chose comme un œil humain dans l'œil du cyclone. Et notre collègue et ami commun avec Mathias, très grand philosophe et métaphysicien Quentin Meillassoux, a montré que cette nouvelle d'Edgar Poe est l'origine du poème de Stéphane Mallarmé intitulé Un coup de dé n'abolira jamais le hasard. Et il a montré comment, en fait, cette méditation sur la science est au cœur aussi du poème de Stéphane Mallarmé. Le fait que le thermomètre soit dans le maelstrom n'empêche pas que pour minimiser les dégâts du maelstrom, il faut utiliser le thermomètre. Alors là, donc c'est un moment d'une extrême gravité, nous en sommes tous conscients, comme vous l'avez très bien rappelé. Après, il y a deux sortes de réponses. Et je voudrais insister sur une réponse qui est tellement évidente pour vous que vous n'avez pas songé à la souligner, mais je voudrais la souligner en vous remerciant et en indiquant aussi le rôle de l'école normale supérieure. C'est que, à vos côtés, avec vous et avec beaucoup d'autres, hein, avec toutes les institutions scientifiques. En effet, la science est indispensable pour connaître et pour lutter contre ces maux. Elle doit parler aux citoyens, elle doit inspirer les politiques publiques. Et une politique publique fondée sur la science, c'est aussi un des buts de notre action à l'école normale, dans tous les domaines sur lesquels travaillent nos chercheurs, que ce soit l'éducation, l'intelligence artificielle et tous les autres sujets critiques du moment, le climat bien sûr. Mais il faut se souvenir qu'entre les savants et la société, il y a des institutions scientifiques elles-mêmes. Et il faut défendre la science en instituant la science, en montrant aussi comment l'auto-institution de la science est une garantie évidemment de sa légitimité, de sa vérité, de que les sociétés savantes ne sont pas je dirais des lobbies, ne sont pas juste des lieux de connivence ou de pouvoir elles peuvent être aussi comme aux États-Unis par exemple, on le sait, les économistes qui travaillent ici le décrivent souvent, les congrès de sociétés d'économistes sont aussi le marché du travail de l'économie. Il y a un enjeu de socialisation. C'est pas dans ce campus Jourdan que je ne sais pas si vous travaillez sociologiquement sur les sociétés savantes, c'est le 3e degré de la réflexivité, donc la science des sociétés savantes qui défendent la science, mais il faudrait le faire aussi évidemment. Mais je pense il ne faut pas oublier que cette institution de la science, le cadre commun par lequel nous cherchons à définir collectivement les critères, les conditions et à inscrire publiquement la science dans l'espace social sont un pilier indispensable de cette défense de la science. Autrement dit, il ne faut pas répondre seulement aux attaques sur la science par la science elle-même, et même par plus de science, mais aussi par l'institution publique de la science. Et ces institutions scientifiques, parmi ces institutions scientifiques, il y a vos sociétés savantes, et je suis particulièrement impressionné par l'interdisciplinarité que aussi vous incarnez, le fait qu'au 2e degré déjà, vous faites un collège des sociétés savantes, c'est, je pense, indispensable aussi. Il en est de même, évidemment, et ce n'est pas un artifice pour moi de le dire, aux côtés de beaucoup d'autres institutions, des académies, des autres institutions scientifiques et universitaires, des universités, de l'université aussi dont l'école normale fait partie, de PSL, qui comprend un certain nombre d'établissements d'enseignement supérieur qui partagent les mêmes préoccupations. Nous comprenons nos institutions comme des lieux qui fournissent un cadre pour une recherche scientifique reconnue, interdisciplinaire, ouverte sur la société, qui se met au service des politiques publiques sans en effet se confondre avec elles. Quand les sciences font des diagnostics sur les faits, elles n'imposent pas une politique publique basée sur ces faits, elles ouvrent un espace de décision qui, lui, va être fondé aussi sur des valeurs, pas seulement sur des faits, et comme on le sait,
Il faut trouver cet espace intermédiaire qui est la base des politiques publiques fondées sur le savoir, mais qui ne confond pas non plus la décision politique avec l'expertise scientifique. Il y a eu dans ce campus, on le sait, un de nos économistes a proposé une mesure politique. Vous en êtes tous informés. Il a été accusé de mélanger la science et la politique. Ça n'est absolument pas le cas. Ces études scientifiques montrent un certain état de la fiscalité mondiale. Il y a plusieurs décisions de politique publique possibles à partir de cette recherche scientifique reconnue au plus haut niveau. Et l'articulation entre science et politique publique passe par l'articulation entre diverses institutions. L'école normale, le CNRS, les organismes, les diverses institutions, vos sociétés savantes d'un côté, les institutions parlementaires, républicaines de l'autre. Et je pense que cette réflexion sur les institutions est aussi importante que le contenu même de la science. Nous avons besoin de ces deux aspects, de ces deux types de principes. Évidemment, les critères épistémologiques, mais aussi les critères institutionnels et publics de la contribution de la science au débat public. De ce point de vue, je pense que votre collège est important en soi, et je dirais votre assemblée générale fait partie intégrante de votre programme. C'est-à-dire que d'une certaine façon, nous avons besoin aussi de savoir ce que vous proposez, comment vous vous constituez. Et je dirais l'école normale supérieure avec PSL, avec tous nos établissements, et avec les différents établissements avec lesquels nous sommes en train de constituer aussi une sorte d'alliance pour montrer la place des grandes institutions publiques françaises de sciences dans ce moment critique. Eh bien, nous serons toujours là, non seulement pour vous accueillir, mais pour travailler avec vous sur ces sujets. Ça ne s'arrêtera certainement pas à la fin de cette journée. Et Johanna le sait bien, et je remercie aussi tous les collègues de l'école qui, comme vous, participent dans ce rôle où leur qualité scientifique et leur rôle institutionnel sont inséparables. Évidemment, la deuxième réponse, c'est la science elle-même. Et dans ce campus Jourdan, nous savons qu'il faut travailler scientifiquement sur la société, y compris sur la science dans la société, pour non seulement fonder des politiques publiques justes, mais connaître l'état de notre monde, l'état non seulement de notre monde naturel, mais de notre monde social et de notre propre vie. De ce point de vue, votre programme me semble justement à la fois centré sur les questions critiques du moment, mais exemplaire par son approche scientifique de ces questions de crise de la science. Et je voudrais saluer aussi l'intervention d'ouverture, dont je pourrais malheureusement écouter que les premiers mots, de Mathias Girel, qui fait partie de ceux qui travaillent scientifiquement, oui, même si c'est de la philosophie, avec une rigueur exemplaire qui fait notre admiration à tous depuis longtemps dans l'école, qui fait partie de ceux qui travaillent scientifiquement sur la place de la science dans la société, y compris sur la fausse science. Il y a une science de la fausse science, vous savez que, je ne sais pas si tu le diras à Mathias, Mathias fait partie de ce courant très étrange qui est la science de l'ignorance. L'ignotologie, c'est ça ? Agnotologie, pardon. L'agnotologie, qui est un exemple finalement de la puissance réflexive de la science, y compris sur ses propres limites. Et ça a été très bien dit avec une très grande modestie par Patrick Lemaire. Il ne faut effectivement pas que la science soit arrogante. Et au contraire, la science doit assumer ses incertitudes. Mais on sait que pendant le Covid, quand Jean-François Delfrécy ou quand les médecins disaient ce qu'ils ne savaient pas, on disait, vous voyez, la science ne sait rien. Donc, bizarrement, ce moment critique pour la science a été suivi d'attaques majeures sur la science. Donc, il faut assumer fortement les limites de la science, je dirais sans être arrogant, mais en étant quand même très ferme sur l'idée, oui, nous ne savons pas tout, mais nous savons que nous ne le savons pas. C'est d'ailleurs la première phrase du totem de la philosophie qui est Socrate. C'est la première phrase de la réflexivité philosophique, en fait, pas de la philosophie. Il y en a eu avant Socrate, ceux qu'on appelle injustement les pré-socratiques. C'est scandaleux d'ailleurs, parce que pour eux, ils n'étaient pas pré-socratiques. Mais la première phrase réflexive de la philosophie, c'est savoir ce qu'on ne sait pas. Je sais que je ne sais pas. Et il faut être modeste parce qu'on ne sait pas tout, et ferme parce qu'on sait qu'on ne sait pas tout.
Et donc il ne faut pas douter non plus de l'importance de la science, et il faut l'instituer assez fortement. Merci de ce colloque très important. Pardon de ne pas pouvoir y rester toute la journée. Nous sommes très fiers, après d'autres institutions, de l'accueillir, sans mélanger les rôles. Nous n'y sommes pour rien, c'est vous qui avez fait tout et qui avez tout fait. Mais avec toute l'école, nous serons là sur tous les sujets que vous pourrez porter. Et encore une fois, tout votre programme me paraît essentiel, depuis la réflexivité initiale que va proposer Mathias, jusqu'à votre assemblée générale, en passant par les 3 tables rondes et par le thermomètre, le crayon et le thermomètre. Malheureusement, on en est à les brandir face à ceux qui ne les supportent plus. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup, Frédéric. J'ai mon... Bon, bonjour et bienvenue à toutes et tous, à la fois donc à l'ENS et à ce congrès du Collège des sociétés savantes. Et je voudrais remercier toutes les personnes qui l'ont rendu possible, l'ENS pour son accueil, sa direction, Frédéric Worms, celle du département de sciences sociales, Cédric Moreau-de-Bellin, qui ne peut pas être parmi nous aujourd'hui, qui ont soutenu matériellement ce congrès. Merci au bureau du collège, Patrick Lemaire, son président, Sylvain Jagnard, son infatigable trésorier, sa tout aussi infatigable secrétaire générale, Julie Battu, Géraldine Cubero. Je ne vais pas dire tous les noms de tous les membres du CA, mais sans eux, je ne sais pas ce que j'aurais fait dans l'organisation de ce congrès. Merci aussi aux collègues qui ont accepté de s'engager dans l'organisation scientifique, là, le conseil scientifique du congrès, tout particulièrement Tamara Benari, Jezabel Coupé-Soupéran et Thomas Hockman, qui ont tous les 3 accepté, en plus de diriger une session, David Chavalarias qui intervient également, Jérôme Dovio qui est dans cette pièce, ainsi que Guillaume Blanc. Alors le titre, je vais y revenir un peu, que nous avons choisi pour ce congrès, dans le Maelstrom, Sciences, Société, Choix politique, dit quelque chose effectivement du moment historique dans lequel nous nous trouvons, puisque les sciences sont aujourd'hui prises dans un ensemble d'attaques multiples, qui ne sont pas toutes coordonnées entre elles, mais qui renvoient à des logiques malgré tout convergentes. Attaques sur les savoirs et sur leur légitimité, sur les conditions mêmes de leur production, sur leur possibilité d'être entendus dans l'espace public, comme dans les politiques publiques, attaque aussi sur les universités, sur leurs missions, sur les statuts, sur les ressources, attaque parfois par des politiques explicites, qu'elles soient de précarisation ou qu'elles soient de soupçon à l'égard de tout ou partie des universitaires. Dans ce contexte, il nous a semblé nécessaire de remettre sur le métier donc un certain nombre de réflexions fondamentales qui portent sur les données, sur l'articulation entre sciences et politique, sur les libertés académiques et publiques. La métaphore du Maelstrom, ça a été dit, elle renvoie à un texte bien connu, la nouvelle d'Edgar Poe, A Descent into the Maelstrom, dans laquelle 2 frères pêcheurs sont entraînés dans ce tourbillon apparemment inexorable. Face à la panique et l'effondrement, un des 2, précisément, s'effondre, se recroqueville dans le bateau, impuissant face à la situation, et l'autre regarde, arrive malgré la panique, malgré l'effondrement, à observer le phénomène, à en comprendre certaines régularités. Les objets lourds descendent plus vite au sein du Maelstrom. Les objets tubulaires descendent un peu moins vite. Alors il commence à jeter plein de provisions, de choses qui sont dans le bateau pour perdre en poids. Et puis lui-même se jette dans un tonneau et se jette dans le Maelstrom. Et c'est ce qui explique qu'il va gagner suffisamment de temps. Un temps pendant lequel le Maelstrom va s'arrêter. Gagner un temps précieux qui va lui permettre de survivre. Le sociologue Norbert Elias, qui fut contraint de quitter l'Allemagne nazie parce que juif et qui finit sa carrière, après avoir vendu des jouets pendant un moment à Paris, qui finit sa carrière au Royaume-Uni, s'est appuyé sur ce récit pour penser la tension entre engagement et distanciation, le titre de l'ouvrage dans lequel il revient sur cette métaphore. Non pas l'engagement au sens militant du terme, mais le fait d'être pris dans des situations qui nous affectent profondément, et la nécessité, précisément parce qu'elles nous affectent, de produire de la distanciation pour pouvoir comprendre ces phénomènes et y faire face. Et il y a là sans doute une définition très juste de ce que c'est que de l'attitude scientifique, et c'est aussi ce que voulait souligner Elias en reprenant cette métaphore, une forme de sang-froid analytique qui n'est pas l'indifférence, mais qui est précisément la condition de l'intelligibilité et peut-être de l'action. Et Elias trouvait aussi dans cette parabole l'idée donc qu'il y avait un lien entre l'intensité des dangers et des processus dans lesquels nous sommes pris et les réactions émotionnelles à ce danger.
Il écrivait que l'incapacité à contrôler une situation va habituellement de pair avec une forte émotivité. Et si cette parabole l'importe du point de vue des sciences, c'est qu'elle montre bien qu'il peut y avoir donc cette importance d'autant plus grande de la distanciation que ça concerne des phénomènes qui nous affectent et qui sont gravissimes. Et donc, j'y insiste, parce que parfois on juge les scientifiques, c'est toujours le problème des scientifiques, soit ils semblent un peu affectés par ce qu'ils décrivent et on explique qu'ils ne sont pas objectifs, etc. Soit au contraire, on se fait parfois reprocher ça, ils manifestent de la distanciation et c'est comme si leur cœur était de pierre et qu'ils n'étaient pas capables de manifester de l'émotion. Et on a vu parfois des scientifiques se faire reprocher ce simple discours analytique sur des faits sociaux ou autres. J'y insiste, c'est précisément pas l'indifférence à l'égard du monde que manifeste la distanciation scientifique, mais bien son contraire si on prend ce monde au sérieux. Des choses gravissimes nous affectent, pouvoir les observer scientifiquement est plus important que jamais. C'est parce que le changement climatique nous affecte qu'il importe de continuer à en documenter les mécanismes, c'est parce que l'effondrement de la biodiversité nous alerte qu'il faut pouvoir disposer des données qui la mesurent et permettent de lutter contre. C'est parce que les inégalités nous affectent qu'il faut produire encore et encore des données dessus et défendre un monde qui permet de produire ces données, ces questions, cette réflexivité des sociétés sur elles-mêmes, cette augmentation du niveau de conscience en leur sein. Et c'est à l'aune de cette tension que nous vous proposons de réfléchir ensemble au fil de cette journée à la manière dont science, société et choix politiques s'articulent aujourd'hui. Après l'intervention de Mathias Girel, le programme sera donc structuré autour de 3 grandes sessions. La première, intitulée « Casser le thermomètre », qui interroge la mise en danger des données, de la vérité, des savoirs publics, les tentations récurrentes de disqualifier les instruments de connaissance plutôt que d'affronter ceux qu'ils révèlent. La deuxième session, qui va porter sur la question de la décision, que signifie aujourd'hui décider avec les sciences, ou parfois d'ailleurs sans elles, c'est bien une des questions, et selon quelle configuration institutionnelle, politique. La troisième session, enfin, consacrée à la liberté académique, aux libertés politiques plus généralement, dans un contexte où elles ne peuvent plus être considérées comme acquises. Alors, ce congrès n'est pas parfait, il ne prétend pas représenter de manière exhaustive l'ensemble des sciences portées par les sociétés savantes du collège, c'était impossible, il y a plus de 80 sociétés savantes dans ce collège, vous le savez, ni arriver à exprimer la totalité de leur situation. Mais l'enjeu, il est ailleurs, je conclurai juste là-dessus. Ce qui me semble important, c'est l'apprentissage collectif aussi que ces journées rendent possible, parce qu'avant même l'interdisciplinarité, il y a l'interconnaissance, le fait de mieux se connaître entre disciplines, de mieux comprendre comment on travaille, de mieux comprendre les contraintes auxquelles nous faisons face, nos vulnérabilités, nos ressources respectives, et de ne pas se laisser isoler, culpabiliser face à des attaques qui, précisément, tendent à nous diviser. S'il y a une chose à retenir du moment que nous traversons, c'est sans doute l'importance de faire communauté. Le Collège des sociétés savantes constitue, à cet égard, un espace précieux où il est possible de travailler à construire une communauté professionnelle au-delà des particularismes disciplinaires, de penser collectivement les manières d'affronter ce qui nous emporte, ce qui nous menace aujourd'hui. Et c'est peut-être là une des conditions pour réagir aux offensives contemporaines contre les libertés publiques et contre la science. Et donc je vous remercie et je vous souhaite un congrès aussi stimulant intellectuellement que collectivement utile.